Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez particulier. C'est un script de formation médicale, mais qui se lit presque comme un thriller, en deux actes. C'est une très bonne image, oui. Acte 1, une consultation qui a l'air banale, une patiente qui est épuisée par son travail. Et puis, acte 2, 2 semaines plus tard, c'est l'explosion. La crise de confiance totale. Exactement. La question qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? C'est vraiment la bonne façon de le présenter. Ce script, il s'appelle « Ce qu'on n'a pas vu ». Et c'est un outil d'analyse formidable. On a les personnages, le docteur Morel, médecin généraliste, Madame Béranger, la patiente, et puis son mari. Lui, il va jouer un peu le rôle de détonateur. D'accord. Et l'objectif ici, c'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points, hein. De voir comment un raisonnement médical se construit et parfois comment il peut passer à côté de l'essentiel. Notre mission, donc, c'est de comprendre tout ce qui s'est joué. Pas seulement la potentielle erreur médicale. Non, il y a aussi l'erreur de communication. Et elle est peut-être encore plus importante. C'est ça. Le cœur du problème ici, c'est vraiment la tension entre deux diagnostics. D'un côté, on a des symptômes qu'on pourrait dire psychosomatiques. Lié au surmenage, c'est évident. Oui, c'est très clair. Et de l'autre, il y a peut-être une pathologie physique, organique, qui se cache derrière ce brouillard. Et ce cas illustre parfaitement à quel point l'écoute en médecine, c'est un exercice d'équilibriste. Chaque décision, même celle de ne pas faire un examen, a un poids énorme. Alors, allons-y. Scène 1. La première consultation. L'atmosphère est calme, posée. C'est la première fois que le docteur Morel reçoit cette patiente, Madame Béranger, 55 ans. Et elle est au bout du rouleau. Le mot est faible. Elle utilise des termes qui montrent une vraie détresse. Ah oui. Elle dit qu'elle se sent mal, vidée. Elle parle de douleur un peu partout. Au ventre, à la tête, c'est très diffus comme plante. Et puis il y a cette phrase, terrible je trouve, Laquelle? l'impression que son corps la lâche. Ah oui. C'est un véritable appel à l'aide, ça. Et en parallèle, le tableau de sa vie professionnelle, il est limpide. Elle gère une grosse équipe, elle reçoit des mails jusqu'à minute. Le diagnostic de burn-out, il semble s'écrire tout seul sous les yeux du médecin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le docteur Morel, qui écoute, qui prend des notes, il s'oriente très très vite vers cette piste. Il utilise même des images assez fortes. Comme quoi, par exemple? Il dit « Votre corps essaye peut-être de vous faire entendre ce que vous n'écoutez pas. Oui, ou cette autre formule, parfois c'est la tête qui crie par le corps. C'est une tentative de connecter le physique et le psychique. » Et c'est là qu'on touche au raisonnement médical, j'imagine? Exactement. Face à une multitude de symptômes aussi vagues, un bon clinicien, il va chercher un fil conducteur, une hypothèse qui unifie tout ça. Pour ne pas partir dans tous les sens. C'est ça, pour éviter des explorations sans fin. Et là, le burn-out, c'est une hypothèse extraordinairement solide. Elle explique tout. La fatigue, les douleurs diffuses, ce sentiment de craquer. Donc logiquement, ce qu'il propose comme traitement, ça découle de cette hypothèse. Oui, pas de prise de sang, pas de scanner. Non. Il suggère de consulter un psychologue pour, je cite, « remettre un peu de clarté Et c'est à ce moment précis qu'on sent une première petite fêlure dans la conversation. ». Ah oui, la réaction de Madame Béranger. Elle est immédiate. Elle lui dit « Vous pensez que ce n'est que dans ma tête, c'est ça ?» En une seule phrase, elle exprime toute cette peur d'être décrédibilisée. C'est ça. La peur que sa souffrance physique, qui est bien réelle pour elle, soit balayée d'un revers de main, réduite à un problème juste psychologique. Ça montre toute la difficulté de communiquer ce genre de diagnostic. Le médecin essaye de la rassurer, il dit que le corps et la tête parlent ensemble, mais Le mal est peut-être déjà fait. Et surtout, le script met le doigt sur le point qui va devenir l'épicentre du conflit. le fait qu'il ne l'examine pas physiquement. Exactement. Le docteur Morel ne procède à aucun examen physique. Et il y a une justification à ça, hein. Oui, c'est noté dans le script. La justification, c'est que la plainte physique était floue et non dominante. Dans la tête du médecin, à ce moment-là, tout converge vers le psychique. Il est focalisé sur son hypothèse, la plus probable. D'accord. Mais, et c'est une précaution essentielle, il lui donne une consigne de sécurité, une porte de sortie. Il lui dit de revenir, c'est ça? Oui, il lui dit de revenir, sans hésiter, si une douleur devient plus précise ou aiguë. Une consigne qui, on s'en doute, ne va pas suffire à contenir l'incendie. Non. 2 semaines plus tard, le décor change du tout au tout. C'est la scène 2. Changement radical d'ambiance.
Ah oui, Madame Béranger n'est plus seule. Elle est avec son mari qui est décrit comme très protecteur, en colère. Le ton n'est plus à la confidence, on est dans la confrontation. Tout à fait. Et la première réplique de Madame Béranger donne le ton. Le médecin, qui a l'air surpris, les accueille et elle répond, mais d'un ton glacial. Je n'avais pas le choix, j'ai fini aux urgences. Et là, le mari prend le relais. Et il ne prend pas de gants. C'est une accusation frontale. Il dit, on aimerait comprendre comment vous avez pu passer à côté d'une masse abdominale. Et il enchaîne, avec la phrase qui est faite pour blesser, pour marquer la rupture. Laquelle? Il crée une opposition très nette entre le vous et les autres, les vrais médecins en quelque sorte. Ah oui, Il dit, à l'hôpital, ils ont palpé son ventre, eux. ce « eux », il est d'une violence. C'est une seule syllabe, mais elle contient tout. Tout le reproche. Elle dit « eux, ils ont fait le geste de base que vous n'avez pas fait. » Toute l'accusation de négligence est là-dedans. C'est exactement ça. Le cœur du conflit, ce n'est même plus le diagnostic qui a été manqué, c'est le geste qui a été manqué. L'absence d'auscultation. L'absence de palpation, ce contact clinique fondamental. C'est vécu comme un manque de considération, presque un abandon. C'est devenu le symbole de tout ce qui a mal tourné. Et là, le médecin se retrouve face à un choix crucial. Soit il se défend, il argumente. Soit il tente de désamorcer. Et sa méthode est fascinante. On dirait presque qu'il suit un protocole de gestion de crise, en plusieurs étapes très précises. C'est un cas d'école, en fait. On peut tout à fait le voir comme ça. Première étape, la plus importante, il ne se justifie pas. Il ne dit pas « mais attendez les symptômes Non. Sa toute première phrase, c'est pour eux, pour le couple. Il dit « Je comprends que vous soyez en colère. Je suis vraiment désolé que vous ayez dû passer par les urgences. » ». Il valide leur émotion. Voilà. Il ne s'excuse pas encore pour son erreur, il exprime de l'empathie pour ce qu'ils ont vécu. C'est la première chose à faire pour ouvrir la communication. Mais le mari, lui, n'en démord pas. Il revient à la charge. « Vous n'avez même pas examiné ma femme. » Le médecin est acculé, là. Il doit bien s'expliquer. Et c'est la deuxième étape, expliquer son raisonnement. Il leur dit en gros, voilà comment j'ai réfléchi. Le tableau du surmenage était tellement présent qu'il a occupé tout l'espace. Il ne cherche pas une excuse. Non, il rend son processus intellectuel transparent. Et juste après, vient la troisième étape, la reconnaissance de la faille. C'est là qu'il dit Il dit « Je reconnais aujourd'hui que j'aurais dû compléter par un examen physique, même rapide. » Et quand le mari l'enfonce avec la question qui tue, alors vous admettez que vous avez fait une erreur? Sa réponse est très très nuancée. Il ne dit pas oui. Non. Il dit « Je reconnais que mon analyse initiale était incomplète. » C'est une subtilité de communication de crise, ça. Tout à fait. C'est la quatrième étape. Attendez, mais reconnaître une analyse incomplète, est-ce que ce n'est pas en manœuvre un peu facile? Pour éviter d'admettre une erreur? Pour l'avocat d'un patient, la différence est énorme. On pourrait y voir une façon de se protéger. C'est une excellente question. Et elle est au cœur du problème. D'un point de vue purement sémantique, et peut-être même légal, oui, c'est plus prudent. Le mot erreur est chargé. Télécharger, il sonne comme une faute. Analyse incomplète, ça décrit un processus qui n'a pas été mené à son terme. Mais je pense que l'impact psychologique est encore plus important. C'est-à-dire? En disant incomplète, il ne se flagelle pas. Il ne se présente pas comme un médecin incompétent, ce qui aurait pu détruire définitivement la confiance. Il dit plutôt « Ma méthode sur ce coup-là n'a pas été assez bonne. Il manquait une étape. » Il critique son processus, pas sa compétence. Voilà. Et il ajoute immédiatement « Et j'en suis sincèrement désolé. » Il lie la reconnaissance de la faille à l'expression du regret. C'est ce qui rend l'aveu audible pour le couple. D'accord, je vois la nuance. C'est une reconnaissance qui permet de rester debout, de ne pas tout effondrer pour pouvoir reconstruire. Mais la situation reste quand même explosive. Comment il s'en sort? Par la cinquième et dernière étape, le pivot vers l'action. Il a géré le passé, maintenant il se projette dans l'avenir. Sa phrase de transition est parfaite. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui, ma priorité, c'est de prendre en charge ce qui a été trouvé. Ah oui, d'un coup il change de posture. Exactement. Il n'est plus l'accusé qui se défend. Il redevient le médecin traitant, le capitaine du navire. Il redevient proactif. Il demande les comptes rendus, il propose un plan clair avec un spécialiste. C'est ça. En gros, il leur dit « L'erreur a eu lieu, je la reconnais, mais je suis encore là pour vous, je ne vous lâche pas. » Et ça fonctionne. Pas totalement, bien sûr. Le mari reste sur ses gardes. Il pose cette question qui reste en suspens. Et si ça avait été grave? La méfiance est toujours là. Elle est là. Mais le geste décisif vient de la patiente elle-même. C'est elle qui a le mot de la fin, en quelque sorte. Après un silence, elle dit cette phrase qui sauve la relation. Je vous fais encore confiance. Mais j'ai eu très peur. Elle valide tout.
Sa peur, qui était légitime, mais aussi le fait qu'une porte reste ouverte. Ce n'est pas un chèque en blanc, mais elle accepte de continuer la route avec lui. Et la toute dernière réplique du médecin est, elle aussi, très juste. Oui. Il ne dit pas « merci de votre confiance ». Il lui dit « et vous avez eu raison de revenir Il légitime sa démarche, y compris la confrontation. ». C'est ça. Il lui dit qu'elle a bien fait de venir, même en colère, même avec son mari. C'est la touche finale qui permet de clore, au moins pour un temps, la phase de conflit. Si on prend un peu de recul, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas vraiment l'histoire d'un mauvais médecin. Non, pas du tout. C'est plutôt celle d'un médecin qui tombe dans un piège de raisonnement. Assez classique, non? Absolument. On peut même mettre un nom dessus. C'est un biais de confirmation. C'est-à-dire? C'est ce piège mental qui nous pousse tous, en fait, à chercher et à privilégier les informations qui confirment nos hypothèses de départ, et à ignorer ou à minimiser celles qui les contredisent. Et là, le récit de la patiente cochait tellement toutes les cases du burn-out Oui, qu'il s'est enfermé dans cette hypothèse. Et son cerveau a inconsciemment filtré tout le reste. donc la première grande leçon, c'est l'importance de l'examen clinique. Un geste aussi simple qu'une palpation abdominale aurait pu servir de garde-fou. C'est le geste qui force à se confronter au réel, au-delà de l'histoire que raconte le patient. C'est un principe de réalité. Et la deuxième leçon, on l'a vu, c'est cet immense défi de communiquer sur des diagnostics liés au psychique. Sans que le patient se sente invalidé dans sa souffrance physique. C'est un vrai fil de crête. Et au-delà de ça, l'intérêt majeur de ce script, c'est vraiment cette feuille de route pour gérer l'après-conflit. Si on devait en faire un résumé, pour un médecin qui se retrouverait dans cette situation. C'est une excellente synthèse. On peut effectivement formaliser cette méthode en 5 points clés. 1. Valider l'émotion de l'autre sans se défendre. Accueillir la colère, la peur. D'accord. 2. Présenter des excuses sincères, pas pour l'intention, mais pour les conséquences vécues par le patient. Oui, la peur, le stress, le passage aux urgences. 3. Expliquer son raisonnement initial, pour montrer que la décision n'a pas été prise à la légère. C'est ça. 4 points. Reconnaître l'insuffisance ou l'incomplétude de la démarche, de manière claire et honnête. Et 5, le point crucial. Pivoter immédiatement vers un plan d'action concret. Reprendre son rôle de soignant et de guide pour l'avenir. C'est cette séquence précise qui permet à une confiance brisée d'avoir une chance, même infime, d'être réparée. Sans ça, la rupture était consommée. Probablement. C'est d'une clarté redoutable. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question que le script laisse volontairement ouverte. Oui, et c'est une question qui pousse vraiment à la réflexion. Le texte s'arrête avant qu'on connaisse la nature de cette masse suspecte. On ne sait pas si c'est un cancer fulgurant ou un simple kyste bénin, sans aucune importance. Et alors, la question c'est... La question est la suivante. Si cette masse s'avérait finalement totalement bénigne, est-ce que ça changerait la nature de l'erreur du médecin? Ah. Autrement dit, est-ce que l'erreur réside dans ses conséquences, qui auraient pu être graves, ou est-ce que le simple fait de ne pas avoir fait un examen physique complet constitue une erreur de processus en soi, quel que soit le résultat final? Où se situe vraiment la faute? Dans le résultat ou dans la méthode?